ne sais pas si cette maison existe encore. Je devais passer 8 jours chez Madame Westphaler et j'y suis resté 12 ans. J'ai décoré tous les murs et il est possible que la maison n'existe plus et même que les moyens de transmission n'existent plus et qu'on ne puisse pas vous projeter mon image. Mais enfin, j'espère être tout de même devant vous à l'état de fantôme, mais je ne crois pas à la mort. Je ne crois pas à la mort parce que la mort est une des formes de la vie et j'estime que saint Augustin n'était pas stupide lorsqu'il disait qu'un homme était tout à fait un demeuré s'il croyait aux antipodes. C'était un grand saint et par conséquent il ne pouvait pas être absurde. Eh bien, il est évident qu'il y a, nous vivons dans des normes conventionnelles comme le calendrier ou la montre, et il est probable que nous nous trompons et que peut-être vous vous trompez encore. Il est possible que ce qu'on appelle le progrès soit le développement d'une erreur. Jadis, c'était la guerre de 14, je visitais les usines de Gabriel Voisin. Gabriel Voisin était un grand constructeur d'avions. Je regarde ces avions et je lui dis: comment se fait-il, Voisin, que vos avions les plus neufs me semblent démodés? Et il m'a répondu: c'est très simple, nous avons commis une erreur, nous sommes partis de l'aile. Nous n'avons pas trouvé une chose correspondante à la roue, c'est comme si on avait fait les premières voitures avec des pattes mécaniques. Et j'ai tout de suite compris qu'on était là sur un faux rail. Eh bien, il est possible que, à l'heure actuelle, ce faux rail ait sauté, soit brisé, ait disparu, et que vous ayez trouvé complètement autre chose que je ne connais pas, mais que je prévois, c'est-à-dire l'antigravitation. Saint Augustin n'avait pas tort, puisque Tokyo n'est pas à l'envers de nous, nous ne sommes pas à l'envers de Tokyo, il n'y a ni endroit ni envers. Et quand Burckhardt estime qu'on ne devrait pas s'envoler mais tomber, il avait raison, étant donné que peut-être vous avez découvert, comme les Incas jadis, un or ou un métal inconnu qui est à la fois, qui paraît très léger, mais qui est en somme très lourd et qui échappe à la gravitation, et qu'au lieu de s'envoler, vous êtes en train, les jeunes gens que je suis en train de regarder en face, au lieu de s'envoler, tombent. C'est-à-dire que l'antigravitation consiste à tomber au lieu de s'envoler. Et voilà le problème. À l'heure actuelle, nous nous arrachons encore du sol avec des appareils très compliqués, tout cela coûte très cher. On est en train de me prendre avec un appareil qui se trouve souvent en proie à des accidents techniques. Je ne sais pas ce qui se passe maintenant, mais j'ai l'impression que votre jeunesse n'est plus comme la nôtre, assise entre deux chaises. Notre jeunesse est assise entre deux chaises car elle n'a pas connu la grande époque qu'on appelait l'époque héroïque de Montparnasse, elle n'a pas connu ma civilisation, la civilisation que j'ai connue, et nous sommes encore des apprentis robots. J'espère du reste que vous n'êtes pas devenus des robots et qu'au contraire, vous serez très humanisés. C'est ça mon espoir. Mais je ne sais pas du tout qui vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous faites. Je ne sais pas la danse que vous dansez. À l'heure actuelle, la danse qu'on danse s'appelle le twist. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler et vous avez certainement une danse nouvelle. Mais ici, c'est le domaine de la frivolité. Il y a sur notre côte d'Azur, il y a le bord et l'arrière-pays. C'est-à-dire qu'on parle toujours, les journalistes parlent toujours de Nice, de Cannes, de Saint-Tropez, de Juan-les-Pins, et puis dès qu'on s'enfonce un peu dans l'arrière-pays, c'est magnifique, et il n'y a pas encore cette espèce d'espéranto architectural qui est encore une erreur de notre époque, qui ne sera peut-être pas l'erreur de la vôtre, c'est-à-dire que partout on construit la même maison et on ne s'occupe plus des climats et des conditions atmosphériques ou du paysage. Eh bien, si vous avez maintenant rompu avec cet espéranto architectural, j'espère que vous avez des maisons qui peuvent émouvoir au lieu d'être simplement des prisons dans lesquelles on vous enferme ou des casernes dans lesquelles on vous parque. Actuellement, je vous l'ai dit, la jeunesse est entre deux chaises. Elle a perdu cette humanité qui était la nôtre et elle n'est pas encore robotique. Et c'est pourquoi on accuse toujours les jeunes d'être très tristes, d'être très inquiets. C'est tout à fait normal.
Vous connaissez certainement le grand peintre qui s'appelle Picasso, et Picasso me disait, on met très longtemps à devenir jeune. Et il avait raison en ce sens qu'un jeune ne connaît pas encore la route, il se demande où il va aller, s'il va aller à droite ou à gauche, il est inquiet, il est donc vieux. Et puis peu à peu, on prend sa route, on ne fait plus d'autostop, je ne sais pas si ce mot a encore un sens chez vous. Chez nous, voilà ce que c'est, on se met au bord de la route, on fait un signe et on s'embarque dans une voiture qui n'est pas la sienne et dans une vitesse qui n'est pas la sienne. Les jeunes gens disent je vais très vite, mais ils ne vont pas vite car ils sont dans une voiture qui n'est pas la leur. Eh bien, il est possible que tout ça n'existe plus, il est possible que les voitures n'existent plus, que maintenant vous glissiez un peu plus haut que les routes, peut-être même qu'il n'y a plus de voitures, peut-être qu'il y a encore des voitures, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que j'ai grand espoir dans cette dégravitation. On vient de découvrir chez les Incas une porte qui s'appelle la porte du soleil. Sur cette porte du soleil, on peut lire qu'elle est offerte aux Vénusiens qui nous ont apporté le secret de la dégravitation. Ce secret est perdu et nous nous arrachons péniblement du sol et nous faisons actuellement le tour de la Terre à une grande vitesse, mais comme une mouche qui fait le tour d'une orange et qui ne va pas beaucoup plus loin que l'écorce, que la peau. Tout cela doit vous sembler très étrange. Nous sommes à une époque, je vous le répète, de recherche, de tâtonnement, et nous sommes sur une route absolument inconnue. Et peut-être maintenant, êtes-vous, je ne dis pas assis, parce que la jeunesse ne doit jamais être assise, mais il est possible que vous soyez solide sur vos jambes, alors qu'actuellement, on ne peut pas reprocher à la jeunesse de s'amuser, parce qu'elle ne sait pas au juste ce qui a eu lieu, et elle ne sait pas vers quoi elle s'engage. J'ai toujours préféré la mythologie à l'histoire, parce que l'histoire est faite de vérités qui deviennent à la longue des mensonges, et que la mythologie est faite de mensonges qui deviennent à la longue des vérités. Et si j'ai la chance de vivre encore dans vos esprits, c'est sous une forme mythologique. Et je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce que c'est qu'un poète? Et par poète, j'entends aussi bien un peintre, un musicien, et surtout ou un sculpteur, ou un architecte, ou n'importe qui. Mais il ne faut jamais confondre ce qui est poétique et la poésie. La poésie est une sorte de mathématique supérieure, et aussi, il ne faut pas oublier qu'elle est presque toujours prophétique. Il y a chez le poète un prophète. Et je suis très humble en vous disant cela, car un poète est un homme qui ressemble à ces personnes qu'on interroge à la salpêtrière, à ces sujets qu'on interroge, sujets très médiocres, qui pendant le sommeil hypnotique disent des choses étonnantes, et je m'excuse de vous parler à l'improviste parce que je risque de ressembler à ces personnes-là et qui, au réveil, voudraient faire preuve d'intelligence et ne font preuve que de stupidité. Il est possible que vous me trouviez stupide. Mais enfin, je désire être tout à fait vrai. Eh bien, le poète est, en quelque sorte, la main-d'œuvre d'un moi plus profond que lui-même et qu'il connaît très mal, de forces mystérieuses qu'il habite et qu'il connaît très mal. Je me permets même de dire d'un schizophrène qui nous habite tous, dont les grandes personnes ont honte, presque toujours, dont toute une partie de l'humanité a honte, et dont les héros, les enfants et les poètes n'ont pas honte. Ils sont les intermédiaires entre ce schizophrène et l'extérieur, et ils essayent de le rendre viable. Voilà exactement ce que c'est que le poète. Et on m'a fabriqué, moi, un personnage que je ne suis pas, un personnage de légende, qui ne me ressemble pas, mais qui me protège en quelque sorte, puisque je ne voudrais pas ce personnage lui serrer la main. Mais il me protège comme quand Don Juan déguise son domestique pour qu'il reçoive les coups à sa place. Eh bien, quand je suis roué de coups ou brûlé en place publique, ce n'est pas moi qu'on a roué de coups, et c'est pas moi qu'on a brûlé en place publique. Et ce personnage intérieur qui m'habite est un personnage totalement intemporel et que je connais, je vous le répète, extrêmement mal. Donc je ne suis pas responsable de ce que je suis en train de vous dire, je ne suis pas responsable de mes poèmes, je ne suis qu'un intermédiaire, qu'un médium et qu'une main-d'œuvre. Et tous les poètes sont des médiums et des main-d'œuvre de cette force mystérieuse qui les habite. Par conséquent,
j'ai du mal à vous en parler, mais je ne me vante pas, je ne parle pas d'inspiration. L'inspiration ne nous arrive pas de quelque ciel. L'inspiration devrait s'appeler l'expiration. C'est quelque chose qui sort de nos profondeurs, de notre nuit, et en somme un poète essaye de mettre sa nuit sur la table. Et il aide maladroitement, parfois, ce moi profond qui est assez de mauvaise humeur parce qu'on le sert mal. Et c'est ce moi qui essaye de vous parler maintenant par ma bouche, mais mal, puisque je vous le répète, je ne suis pas ce moi-là, je le suis sans l'être. C'est-à-dire que de notre naissance à notre mort, nous sommes un cortège d'autres, nous sommes toujours des autres. J'ai fait ici sur la côte la chapelle de Villefranche-sur-Mer, peut-être qu'elle existe encore, peut-être que vous la connaissez, peut-être qu'elle n'existe plus, mais cette chapelle de Villefranche est l'œuvre d'un intermédiaire, je vous le répète. Et cette chapelle de Villefranche, je me suis enfermé pendant 2 ans dans cette chapelle, je l'ai peinte comme un pharaon qui peindrait son propre sarcophage, et j'étais, c'est pourquoi je n'ai pas honte de vous parler, déjà mort quand j'ai peint cette chapelle, puisque je n'étais pour ainsi dire pas là. J'étais simplement un ouvrier qui monte sur des échelles ou qui monte sur des estrades, sur des praticables. Et pour faire un plafond, vous comprenez que ça représente une grande difficulté, puisque je me demande même, comme Michel-Ange a pu faire la Sixtine, il avait une bougie attachée sur son front par un fil de fer, et cette bougie devait lui couler dans la figure, et non seulement il ne peignait pas ce qu'on appelle à la tempera, mais il faisait de la fresque, c'est-à-dire il avait en plus un métier d'ouvrier, un métier de manœuvre. Eh bien, dans ce moment-ci, c'est un manœuvre qui vous parle. Évidemment, il m'arrive, quand j'écris, de ne pas être exactement un manœuvre, puisqu'il faut que ma tête travaille en même temps que ma main, et que ma main serve ce personnage mystérieux qui m'habite et que je ne connais pas. Mais je me repose souvent par des travaux plastiques. C'est-à-dire que je peins des murs, souvent on se demande pourquoi j'ai peint des chapelles, c'est parce que j'ai besoin de murs et que je n'en trouve pas ailleurs, sauf dans un immeuble qui n'existe peut-être plus maintenant, qui est à l'heure actuelle la salle des mariages de Menton, qui n'est pas une chapelle, mais généralement ce sont des murs dont j'ai besoin pour me reposer. Les gens croient que je me fatigue, non, parce que ce sont mes mains qui travaillent, ce sont mes mains qui deviennent intelligentes, ou si vous voulez, géniales, puisqu'on s'est trompé sur le mot génie. On croit toujours que le mot génie est un mot qu'il ne faut pas employer, et que le génie n'appartient qu'à Goethe, qu'à Victor Hugo, qu'à Shakespeare, non. Le génie peut être la manière dont une femme descend de sa voiture, et Stendhal, que vous connaissez encore certainement, disait « elle descendait de sa calèche avec génie ». Le génie est une sorte d'expression supérieure de l'individu, et nous pourrons revenir à la poésie, c'est peut-être l'expression la plus haute de l'individu. Par conséquent, il est possible, si vous lisez encore mes livres, si vous lisez encore mes poèmes, que ces poèmes qui paraissent aujourd'hui très obscurs et incompréhensibles à mes contemporains et à mes compatriotes, vous soient devenus beaucoup plus ouverts, se soient ouverts à la longue, et que vous me lisiez, si vous me lisez encore, avec beaucoup de facilité, alors qu'aujourd'hui, j'ai l'air de parler une langue inconnue. Et c'est en effet une langue inconnue, puisque il faut l'apprendre. Je ne parle pas le chinois, mais si je voulais parler le chinois, je l'apprendrais. Et beaucoup de personnes s'imaginent qu'on en trouve un livre, qu'on le regarde et qu'on a lu. Eh bien non, on n'a pas lu. Il faut apprendre cette langue mystérieuse qui est la langue de la poésie. Et je crois qu'il y a quelques chances pour que cette langue vous arrive, alors que beaucoup de choses qui sont plus importantes ne vous arrivent pas. Nous vivons actuellement une époque d'actualité. Les gens aiment l'immédiate, la hâte et l'actualité. Et la poésie est, je vous le répète, l'intemporalité, c'est-à-dire qu'elle ne correspond pas à ce qui se passe, elle est inactuelle. Il y a une grande technique chez les poètes, c'est-à-dire, je vous l'ai dit aussi, la poésie est une sorte de mathématique supérieure, de langage suprême, mais nous sommes à l'heure actuelle dans quelque chose d'extrêmement dangereux, c'est le génie collectif. La science
est faite de génie collectif. Ce sont beaucoup d'hommes qui font une chose extraordinaire, tandis que l'homme de génie véritable, le poète, et le poète sous toutes ses formes, est seul. Eh bien, j'espère de tout mon cœur que, à l'heure actuelle, c'est-à-dire dans cette salle où je suis en train de prendre la parole, le génie n'est pas devenu quelque chose comme une maladie honteuse et contagieuse qu'il faut guérir. C'est-à-dire que l'individu et le génie individuel ne comptent plus et laissent la place à une sorte de grand génie collectif et scientifique. Mais il faut bien vous dire aussi que la science, même si elle est faite d'une quantité d'hommes qui se réunissent pour réussir une sorte de merveille comme le cerveau électronique par exemple, eh bien il y a toujours à l'origine un homme seul qui découvre, qui invente et qui d'ailleurs est oublié. J'ai vu dans un journal hier qu'il y a 2 siècles, on avait commencé à jeter sur le papier les bases d'un cerveau électronique et qu'on avait commencé à le construire. Et alors là, nous tombons encore dans quelque chose de très grave qui est la religion mal comprise. Beaucoup d'inventions extraordinaires ont été stoppées par la religion. Par exemple, au Portugal, où le premier avion tel que nous le concevons encore à l'heure actuelle, c'est-à-dire l'aile diminue, mais nous sommes encore dans quelque chose de faux. Eh bien, le premier avion a volé devant le roi et la reine, et comme il ne fallait pas monter dans le ciel et ne pas y rencontrer le bon Dieu et les anges, eh bien, la religion a stoppé cette découverte, et dont le cardinal Tisserand m'a dit qu'il existait les plans existent à Rome, au Vatican. On les possède encore. Beaucoup de choses ont été faites, extraordinaires, ont été faites il y a des siècles et des siècles, mais on en a perdu le secret. Par exemple, il paraît que si on construisait l'arche d'alliance telle qu'elle est décrite dans la Bible, avec le bois d'acacia et les ors négatifs, les séraphins de gauche et de droite qui étaient faits d'or négatif, eh bien on obtiendrait une extraordinaire pile électrique. C'est pourquoi, quand l'arche d'alliance est montée jusqu'à la maison d'Aminabab, un bouvier qui l'avait touché a été foudroyé, c'était une pile. Eh bien tout ça est oublié, perdu, et on retrouve. Maintenant, par exemple, je vous parlais de cette jeunesse qui est entre 2 chaises, mais tout le monde est entre 2 chaises. Par exemple, on fait la découverte actuellement de médecines étonnantes, mais il faut retrouver maintenant des médecines qui guérissent de ces médecines, car elles sont dangereuses. Nous avons ce qu'on appelle la pénicilline, nous avons les antibiotiques, et quelquefois les antibiotiques et la pénicilline sauvent des personnes qu'on n'aurait pas sauvées jadis, comme les toreros par exemple. Mais il faut ensuite trouver des remèdes qui guérissent de ces remèdes qui sont en quelque sorte des poisons. Vous voyez dans quelle situation nous sommes. La guerre telle qu'elle était conçue jusqu'à présent, et j'emploie le mot dans sa plus haute forme, démodée. Les militaires le sentent, je ne sais pas ce qui se passe maintenant, mais il est évident que ce sont des savants qu'on emporte, qu'on vole, qu'on kidnappe, et il y a toute une diplomatie secrète, une guerre secrète qui est faite d'agents mystérieux et qui n'est plus du tout le panache du Saint-Cyrien ou le poilu qui monte à l'assaut. Alors peut-être que j'espère de tout mon cœur que la guerre a disparu, et que aussi ont disparu ces guerres mystérieuses qu'on appelle les guerres froides, qui sont peut-être encore plus terribles et plus dangereuses, quoique secrètes. Beaucoup d'hommes s'imaginent qu'on peut s'accrocher à de vieilles politiques, d'autres voient trop loin et perdent le sens de l'actualité. Et nous avons à l'heure actuelle à la tête de la France un homme qui voit très loin, mais il devrait avoir autour de lui des hommes qui voient dans l'immédiat. Et c'est très difficile de joindre les 2 bouts, et il est possible que notre politique actuelle vous apparaisse comme quelque chose d'absolument incompréhensible, puisqu'elle est déjà presque pour nous. L'académie est un fantasme aussi, n'est-ce pas? Il faut vous dire encore une chose extrêmement délicate, je ne me gêne pas parce que je ne suis plus là pour recevoir la raclée. Il est évident que les honneurs, ce qu'on appelle les honneurs, les récompenses, la distribution de prix, eh bien tout cela est, j'appellerais tout cela des punitions, je ne sais pas quel terme employer, mettons transcendantes,
des punitions transcendantes. Brummel, vous connaissez peut-être encore le nom de Brummel, c'était un célèbre dandy d'Angleterre, et un jour, qu'un jeune homme le félicitait pour son élégance aux courses d'Epsom, il répondit à ce jeune homme: je ne pouvais pas être élégant puisque vous m'avez remarqué. Eh bien, voilà une parole que, en quittant le domaine de la frivolité, pourrait répondre à un jeune homme qui questionne, un poète ou un savant. L'homme remarquable doit se rendre invisible. Et si on lui donne une récompense, si on le décore de la Légion d'honneur, si on le fait entrer à l'Académie, je fais partie de l'Académie française, de l'Académie belge, de l'Académie américaine, de l'Académie allemande, de l'Académie du Uruguay, je suis docteur honoris causa à Oxford tout en parlant à peine l'anglais, tout ça, et ce sont des récompenses qu'il faut accepter tête basse, parce que ce sont des espèces de punitions transcendantes. C'est qu'on s'est laissé voir, on a laissé voir le bout de son oreille, et il ne le faudrait pas. Je vais vous citer le mot d'un musicien, je ne sais pas s'il est arrivé jusqu'à vous, c'est un très grand musicien qui a passé pour un plaisantin et qui ne l'était pas parce que pour lutter contre le sublime, il donnait à ses musiques des titres assez cocasses. C'était Éric Satie. Eh bien, à propos de Maurice Ravel, qui avait refusé la Légion d'honneur, il disait: l'essentiel n'est pas de refuser la Légion d'honneur, encore faut-il ne pas l'avoir méritée. Et il disait d'un autre homme: il refuse la Légion d'honneur, mais toute son œuvre l'accepte. J'espère que toutes ces fariboles, tous ces crachats que les hommes portent le soir sur leur habit, et que toutes ces, comment dirais-je, toutes ces fanfreluches de l'art ont disparu, et que maintenant vous êtes une jeunesse grave et attentive. J'aimerais évidemment qu'on emporte de moi l'image de cet autre, de ces nombreuses autres que j'ai été, et de cet autre mystérieux qui m'habite. Je ne voudrais pas qu'on se souvienne de moi, du moi qui vous parle, mais du moi qui est dans les ténèbres, dans mes ténèbres, et qui s'est exprimé avec un grand manque de contrôle. Car, je vous le répète, le contrôle est très dangereux, et les fautes, ce sont les fautes qui sont la véritable expression de l'individu. Car si Picasso met un œil où il ne doit pas être, on voit davantage que cet œil s'il se trouve où il doit être, et si un fauteuil dans un salon, on ne le voit pas parce qu'il est dans son lieu normal, mais si on le met dans la rue, il redevient un fauteuil. Il y a donc une grande surprise dans l'art, et c'est pourquoi je vous parle toujours de l'art au lieu de vous parler de la science, parce que la science est en quelque sorte une suite d'erreurs qui se contredisent, et que les grands philosophes ne restent que par leur génie d'écrivain. C'est évident que tout ce que dit Descartes ne tient pas debout, mais Descartes reste Descartes parce que c'est un grand écrivain. En vérité, mon œuvre me ressemble davantage que l'image que vous voyez dans ce moment-ci devant vous. Et si mon œuvre est valable, je voudrais qu'on écrive sur ma tombe: je débute.